Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde le sujet de la publicité en ligne. Donc, plus particulièrement, on va traiter de la publicité surtout sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a deux volets à la publicité en ligne, donc la publicité sur les moteurs de recherche, puis la publicité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il va être question davantage de publicité sur les réseaux sociaux. Souvent, on entend de propriétaires d'entreprises ou de gens en marketing ou en vente dans des entreprises qui sont B2B qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi on ferait de la publicité sur Facebook, par exemple. Donc, on l'aborde aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs contextes dans notre pratique. On a remarqué que c'est pour laquelle la publicité en ligne est très pertinente. Évidemment, on parle ici de croissance des ventes B2B, donc la publicité sert à attirer des nouveaux clients. Pourquoi ça? Bien, faut comprendre que les mêmes personnes qu'on va retrouver sur LinkedIn ou qu'on va retrouver sur les sites web d'entreprise, donc les acheteurs potentiels de vos produits et services, se retrouvent aussi sur Facebook, sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Tel même, on peut parler de YouTube aussi. Donc, sans plus tarder, je vous présente Yanis Zambrana. Yanis est spécialiste publicité en ligne, analyse de données chez Ox B2B. Bienvenue Yanis, bienvenue au podcast aujourd'hui. Merci Simon pour l'opportunité, ça me fait plaisir. Ben, ça fait plaisir aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, peut-être nous faire comprendre ton parcours? On se demande souvent qu'est-ce qu'ont mangé en hiver les spécialistes en publicité en ligne. Donc, parle-nous un peu de toi. Bah écoute, moi là-bas je suis issu d'un parcours assez hétéroclite, combinant de la vente, du marketing numérique, de l'analyse de données, de la gestion de l'innovation en entreprise. Là maintenant ça fait plus de 2 ans du coup que je suis chez Ox et que je réalise diverses tâches au niveau du marketing, notamment donc de la publicité en ligne, de l'automatisation marketing pour ne citer que ça, et aussi différentes tâches opérationnelles. Et pour reprendre le premier point qui est la publicité en ligne, c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement, surtout sur les réseaux sociaux du coup, parce que à titre personnel j'utilise les réseaux sociaux depuis maintenant plus de 10 ans sur un rythme quasi quotidien, et à titre professionnel depuis plus de 7 ans maintenant dans différents contextes. Merci. Je pense qu'avant qu'on plonge dans le sujet, tu voulais lancer un avertissement. Effectivement, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé, faut quand même mentionner avoir une grosse étoile en partant un astérisque. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Le premier point, du coup, le premier avertissement, c'est que ce que je vais dire, il y a certaines notions, certains points techniques que je vais aborder qui sont vrais au moment où on enregistre ce podcast, mais qui, d'ici peut-être 1 an, 2 ans, sont peut-être désuets, étant donné que l'environnement de la publicité en ligne évolue constamment, jour après jour. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles techniques qui émergent, mais sur les principes fondamentaux, les choses restent les mêmes de toute façon. Et aussi, le discours de ce podcast va être articulé pour les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le B2B. Moi, je pense que c'est important de mentionner le contexte. Hein. Il y a des stratégies qui concernent les petites et moyennes entreprises versus les stratégies de notoriété des gros budgets des grandes entreprises. Ça peut être très différent. Est-ce que tu peux nous dire en premier lieu, qu'est-ce que, selon toi, est la grande différence entre la publicité en ligne en mode B2B versus B2C? Je pense qu'à la base, il faut revenir sur la notion de cycle de vente pour vraiment différencier ces deux types de publicité. Dans le sens où, dans le parcours B2C, on a beaucoup moins d'étapes que dans un parcours B2B de nature. De la publicité B2C, une seule publicité pourrait suffire à déclencher un acte d'achat, par exemple, alors que sur un parcours B2B, à part quelques rares exceptions, on va avoir besoin de plus de points de contact, je dirais, donc de potentiellement plus de publicité ou plus du coup de points de contact suite à la publicité. Donc on dirait qu'un acheteur en mode B2B a besoin de voir
pas nécessairement la même publicité, évidemment, mais d'être en contact avec le produit ou l'offre qu'on veut lui présenter. Combien de fois avant qu'ils prennent la première action, qu'ils disent « Bon, ça m'intéresse suffisamment pour en demander davantage, demander plus d'informations à une vraie personne, admettons. » Alors, c'est ça qui est intéressant, dépendamment de la qualité de nos publicités, de notre angle de communication. Ça peut être juste un seul point de contact pour de la prise d'informations où la personne va donner ses informations de contact en échange, par exemple, d'un link magnet ou tout simplement pour recevoir plus d'informations. Mais en général, je dirais, c'est entre 1 à 3 points de contact avec la personne pour ce qui est du B2B. Dans le cadre, bien évidemment, du lead generation et de la prise d'informations. Pour la vente, ça peut être beaucoup plus de points de contact. Oui, on parle vraiment d'une première approche de on n'est pas connu de l'acheteur à il s'intéresse à nous. Je dirais entre 1 et 3 points de contact minimum. Ça pourrait être plus, mais en général, c'est ça. OK, excellent. Est-ce que tu peux, maintenant on parle du contexte B2B, est-ce que tu peux nous décrire des contextes. Parce qu'on entend souvent des gens dans le monde B2B dire que la publicité, en fait, qu'il y a un préjugé ou la publicité, par exemple, qui vise Facebook, qui est une des bases de données les plus prolifiques au monde. Souvent dire publicité sur Facebook, ça donne absolument rien. L'autre chose, est-ce que en même temps, tu peux nous dire dans quel contexte, peut-être nous parler de c'est quoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça se résume à faire des posts sponsorisés, à mettre de l'argent sur des posts aussi? Je pense qu'il y a des choses à démystifier ici. Alors, ça peut être du boost publicitaire directement sur une publication qu'on a faite sur sa page Facebook, mais la publicité Facebook ou Meta, comme on dirait maintenant, s'effectue surtout au travers d'un outil qu'on appelle le Business Manager, qui est un outil de Facebook qui permet de gérer tous les aspects de son entreprise sur Facebook directement, au travers de différents outils. Par rapport aux limites de la publicité en ligne, pour revenir à ça, selon moi, à part de rares exceptions, par exemple, on a une entreprise qui est dans une niche extrêmement petite avec un bassin de prospects potentiels extrêmement restreint. Il y a toujours possibilité de faire de la publicité en ligne. Après, est-ce que ça va être forcément sur Facebook? Pas nécessairement. Une étude la plus approfondie possible du persona de son client idéal permettrait de sélectionner la bonne plateforme publicitaire. Comme tu l'as dit juste avant, Facebook, ça reste la plateforme avec la plus grosse base de données. Donc, c'est pourquoi, selon moi, ça reste la plus intéressante. Mais ça peut varier d'une industrie, d'une niche à une autre, je dirais. Oui, effectivement, si on veut reprendre ou bien comprendre, si on a un client, une entreprise, c'est-à-dire qui voudrait commercialiser son produit ou son service à une niche qui comprend à peu près 500 entreprises distribuées partout au Canada, et puis on vise peut-être 2 personnes par entreprise, donc ça fait 1000 personnes dans ça. Peut-être à ce moment-là que les publicités en ligne seraient difficiles. Ouais, ça va être beaucoup plus difficile. On n'aurait pas suffisamment d'audience, une audience assez large pour être capable pour faire en sorte que les algorithmes fonctionnent bien. C'est ça, exactement. En tout cas, pour Facebook, l'une des règles pour que la publicité Facebook marche bien, c'est d'avoir l'audience la plus large possible. C'est pas nécessairement une chose qui est obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir 2 millions de personnes dans son audience pour que ça tourne. Mais imaginons qu'avec en triant avec des critères démographiques ou autres, on arrive à une audience de 5 à 10 000 personnes, ça va être extrêmement compliqué de faire de la publicité sur Facebook. Selon toi, c'est quoi la meilleure plateforme de publicité en ligne pour les PME au Québec? Du coup, la première, selon moi, ça va être tout ce qui est Meta Ads, donc publicité sur Facebook et Instagram en particulier. Ensuite, ça va être suivi de LinkedIn Ads, qui est le réseau social professionnel par excellence. Ensuite, ça va être suivi de Google Ads. Et Twitter Ads aussi, à ne pas négliger. Il y a énormément de professionnels qui sont présents sur Twitter. Et le petit dernier qui monte en force et qui va faire beaucoup de bruit, je pense, dans le milieu du B2B aussi, dans les 2 à 3 prochaines années, c'est TikTok Ads. Ah oui, hein? Ouais, effectivement, statistique intéressante juste pour que vous vous rendiez compte. En 2021, il y avait 8 millions de plus de 18 ans sur TikTok au Canada.
sur 40 millions d'habitants, ce qui est énorme et le chiffre ne fait que croître. Ouais, on a souvent l'impression que des réseaux comme Instagram et TikTok se concernent seulement que les moins de, je dirais, 25 ans. Pour ma part. C'est pas le cas, hein? C'est vraiment pas le cas. Non, vraiment pas. Les chiffres le démontrent à ce moment-là. Mais comment on fait pour viser les bonnes personnes? Parce qu'évidemment, des entreprises qui visent des acheteurs particuliers se disent, OK, mais je veux pas avoir quelqu'un je veux pas me faire déranger par des particuliers qui s'intéresseraient, je sais pas moi, à mon offre de machinerie, d'automatisation industrielle, alors que c'est pas pertinent pour eux, ils n'ont pas les moyens, je vais perdre mon temps, je veux pas que mes vendeurs s'attardent à ça. Alors par rapport à ça, il y a différentes techniques. Il y a un point aussi sur lequel on va revenir dans ce podcast qui est la donnée, qui est un point hyper important quand on parle de Facebook Ads. Et pour répondre à cette question-là, on va prendre un peu de recul puis regarder un peu l'objectif macro de Meta. L'objectif de Meta, c'est côté utilisateur, donc nous, enfin, peu importe qui au niveau individuel, c'est que la personne ait un bon moment au travers de l'application, qu'il y ait la meilleure expérience possible. Et pour l'annonceur, que des revenus au final soient générés, qu'il y ait un retour sur investissement qui soit palpable. Du coup, l'intérêt de Facebook pour la publicité en ligne est de faire en sorte que quand on diffuse de la publicité se retrouve sous les yeux de la bonne personne au bon moment. De base, ça c'est l'objectif de Facebook, donc c'est un gros avantage pour nous qui cherchons à cibler les bonnes personnes. Et comme je l'ai dit juste avant, la donnée est super importante et en fonction de toute la donnée que vous allez fournir à Facebook, autant au travers de la publicité, mais aussi de votre activité organique sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, tout ça, c'est des données que Facebook va compiler, va garder sous votre nom et va utiliser pour optimiser votre ciblage publicitaire, mais aussi la diffusion de votre publicité sur le temps. Et plus vous accumulez de la donnée, plus leur algorithme de machine learning, autant du côté organique que du côté publicitaire, va diffuser vos publications ou vos publicités aux bonnes personnes au bon moment. Donc, ça veut dire que si on est capable, avec les premiers critères que le business manager dont tu parlais tantôt offre pour paramétrer à qui on veut présenter l'offre, si au moins on est capable d'accrocher un certain nombre minimal de cibles, on va les appeler des acheteurs potentiels bien qualifiés, ben Facebook va avoir analysé ça sans que la personne qui crée les pubs nécessairement l'analyse lui-même pour pouvoir représenter ça à une plus large audience. Est-ce que c'est ce que je comprends? Alors c'est plus ou moins ça, dans le sens où il y a, d'une certaine façon, on peut jouer avec la donnée que Facebook possède déjà sur nous. Quand on parle d'audience, par exemple, on peut créer ce qu'on appelle des audiences personnalisées vis-à-vis de la donnée que Facebook possède sur nous. Ça peut être la donnée issue de notre page Facebook, de notre compte Instagram, des vues de vidéos qu'on a effectuées sur la plateforme, mais aussi de ce qui est traqué sur notre site web quand on a du trafic du coup de Facebook qui s'en va vers notre site web ou notre application mobile aussi. Et à partir de là, on peut jouer avec ces audiences-là, cette donnée-là que Facebook nous apporte et ensuite cibler du coup ces personnes-là directement ou alors des personnes qui leur ressemblent. Ça, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui sont réalisables. C'est de cette façon-là qu'on peut jouer avec la donnée de Meta, mais eux, de leur côté, du côté de l'algorithme, ils ont tout un processus. Donc côté publicitaire, c'est un système d'enchères. Côté organique, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais du coup, ils font vraiment en sorte, avec toute la donnée qu'ils ont sur nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de diffuser vraiment à la bonne personne en fonction bien évidemment des critères qu'on a préétablis si on parle de la publicité dans notre compte publicitaire. On va voir un peu plus loin comment ça s'articule, comment on peut être capable de viser des acheteurs dans un contexte professionnel avec les Meta Ads. Ce serait quoi les premières étapes pour se préparer à faire de la pub? Parce que c'est pas nécessairement une opération qui est si simple et pas hyper lourde une fois que c'est parti, mais quand même qui demande un certain travail de l'entreprise qui veut se mettre en avant.
Ok, quand on est une petite ou moyenne entreprise et qu'on veut démarrer dans les Facebook Ads, déjà, il faut faire un état des lieux de ce que c'est notre activité sur Facebook, je pense, d'abord. Donc, est-ce qu'on a une page Facebook? Est-ce qu'on a un compte Instagram? Si on n'en a pas, bien évidemment, on crée. Une page Facebook, c'est obligatoire pour faire de la publicité. Le compte Instagram ne l'est pas, mais idéalement, c'est mieux. Ensuite, on va passer à une partie un petit peu plus technique de configuration au niveau du Business Manager. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est l'outil de Facebook qui nous permet de gérer tous les aspects de l'entreprise gérables sur Facebook, dont la publicité. Il faut le créer, le mettre en place, créer le compte publicitaire si c'est pas fait. Une chose que j'ai remarqué, parce que ça nous est déjà arrivé avec différents clients, c'est de vérifier si un business manager existe déjà, parce qu'il y aurait pu, par exemple, une entreprise peut faire affaire avec une agence à un certain moment donné et arrêter de travailler avec cette agence-là. L'agence a créé un business manager, le business manager tombe dans l'oubli, et une fois qu'on veut reprendre le travail sur Facebook, ça peut poser quelques petits ennuis, donc toujours avoir le contrôle sur un business manager s'il y en a un qui est créé. Une fois qu'on a le contrôle là-dessus, on va aller paramétrer ce qu'on appelle le Facebook Pixel. Du coup, ça c'est un petit bout de code informatique qu'on installe sur son site web. Il y a la version aussi pour application mobile qui s'appelle le SDK, et c'est ce qui permet à Facebook du coup de suivre d'une certaine manière le trafic qui provient de Facebook et qui est redirigé sur votre site web au travers de la publicité en ligne. Donc jusqu'à il y a un an, avant la mise à jour d'Apple iOS 14, on avait vraiment une très bonne visibilité sur tout ce que les personnes qui venaient de Facebook effectuaient sur le site web. Maintenant, c'est un peu plus restreint, mais on arrive quand même à ressortir un peu de données intéressantes sur ce qui est fait par les gens qu'on attire au travers de notre publicité sur notre site web. Ça, c'est le b.a.-ba, mais on voit souvent Exactement. Ce contexte-là que le business manager était effectivement, tu as mentionné, créé par une agence, un peu comme les accès de notre hébergement de site Internet. Ouais, c'est ça, exact. Il y a 10 ans, là, il y avait beaucoup de cas comme ça où une tierce personne, une personne qui ne fait pas partie de l'entreprise détenait, mais c'est souvent un problème. Donc, s'assurer de garder ses accès de business manager, c'est pas les accès de la page Facebook, c'est différent. Donc, exactement. Je pense que c'est un conseil de base, mais c'est un conseil qui vaut cher. Super important, effectivement, comme conseil. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que quand un business manager est créé, il récupère la propriété généralement de votre page Facebook. Ça veut dire que si vous perdez le contrôle sur ce business manager-là, potentiellement vous perdez la propriété de votre page Facebook, ce qui peut être très très embêtant si vous voulez faire de quoi sur Facebook, tout simplement. Oui, vécu quelques histoires. C'est ça, exactement. On arrive dans le vif du sujet. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de quelques stratégies qui ont un lien aussi avec le développement d'affaires, c'est-à-dire avec l'acquisition, aller chercher des nouveaux clients par la publicité en ligne? Peut-être nous donner quelques exemples, comment ça s'applique et tout, mais nous parler de stratégie. Comment ça s'articule en publicité en ligne? Alors, au stade de... Quand on est une PME, idéalement, surtout quand on part de zéro, je veux dire quand on n'a pas trop d'antécédents en termes d'activité sur Facebook, c'est de partir avec de la notoriété. C'est primordial de commencer par ce qu'on appelle des campagnes de notoriété au travers de la publicité Facebook pour aller accrocher une première fois le bassin de prospects potentiels. Dans le fond, vu qu'ils nous connaissent pas, et aussi un point important, c'est que ces gens-là, qui sont potentiellement vos clients idéaux, ils sont sur Facebook, mais dans un autre contexte que professionnel. Ça veut dire qu'on a quand même moyen d'aller les chercher. Il faut juste attirer leur attention avec le bon angle d'attaque au travers de ce qu'on appelle les creatives. C'est hyper important. Qu'est-ce que c'est un creative? C'est du coup la pièce de contenu qui va composer votre publicité ainsi que le texte publicitaire. Du moment que ça c'est bien tourné dans une campagne de notoriété, qu'on n'est pas trop salesy, qu'on veut juste présenter notre solution, comment elle peut résoudre les problèmes du coup de notre prospect ou client idéal, quand l'angle est bien tourné, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien, ça apporte de la visibilité sur votre nom de compagnie, sur votre produit ou vos services. Et ensuite après la notoriété, je t'arrête 2 petites secondes. Ouais, excuse-moi de t'interrompre. Je pense que c'est important de bien comprendre. Mm-hmm. Ce que je comprends, c'est qu'une campagne de notoriété, avant de commencer à demander une action précise de la clientèle qu'on vise, l'audience qu'on vise,
on commence par leur présenter qui on est sans leur demander de poser un geste quelconque. C'est-à-dire, exactement. C'est ça qui est de la notoriété. C'est juste d'exposer les paires de yeux, autrement dit, que j'appelle, à une nouvelle offre, surtout une nouvelle marque. C'est ça, exactement. Autant ça pousse, comme je l'ai dit, le nom de la marque, mais aussi, au final, ce que la marque a à offrir, que ce soit un produit ou un service, ou plusieurs produits ou plusieurs services, c'est pousser ça, en fait, sous les yeux du prospect potentiel ou du client potentiel. En y allant vraiment sans pousser une offre de vente ou quoi, juste en présentant l'essence de ce qu'on a à proposer. Et combien de temps dure cette étape-là, si on veut, parce que ça, c'est l'étape 1. Exactement. Si on commence avec la publicité en ligne, il faut commencer à se présenter sans rien demander en retour à l'auditoire. Selon moi, c'est quelque chose qui devrait tourner en constance. Peu importe qu'on soit newbies avec la publicité Facebook ou ça fasse 5 ans qu'on soit dessus, je pense qu'on doit toujours en faire parce qu'il y a toujours on va toujours finir par toucher des personnes qui ne nous connaissent pas au bout d'un moment. Donc, il faut bien introduire ces personnes-là à notre marque, à notre univers, à nos produits ou services avant de leur proposer quelque chose qui soit celle-ci. Ensuite, combien de temps on doit attendre, puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors on n'est pas nécessairement obligé d'attendre les campagnes qui sont dites de conversion entre guillemets. Il y aurait une étape avant. On va en parler peut-être un petit peu après, mais si on passe directement à ce qui est conversion, ça peut être des conversions sur Facebook directement, par exemple au travers d'un formulaire instantané qu'on va incorporer à notre publicité, ou c'est des conversions qui peuvent avoir lieu hors Facebook, donc sur notre site web ou notre application mobile, sur une landing page, peu importe. On n'est pas obligé d'attendre avant de lancer ces campagnes-là. On a toujours moyen de faire des tests parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour du lead generation, il se peut qu'un seul point de contact avec la publicité suffise à récupérer les informations d'un potentiel prospect. Du coup, soit, dépendamment de la stratégie aussi qu'on a mis en place, soit on peut démarrer ça directement en même temps que la notoriété, soit on peut attendre, je dirais, un délai de 2 semaines minimum jusqu'à 2 mois, dépendamment aussi du budget qu'on a alloué à la notoriété, pour accumuler le plus de données possible et ensuite pour démarrer des campagnes de conversion avec la donnée qu'on aura accumulée au travers de la notoriété. OK. Quand tu parles de conversion dans l'univers B2B, et puis que tu parles de récupérer de la donnée, comment ça se concrétise tout ça? J'ai un lead qui est intéressé et voit une publicité, clique dessus. À partir de là, qu'est-ce qui se passe jusqu'au moment où on peut prendre contact avec? Alors, dépendamment de la stratégie qui est mise en place, par exemple, j'ai parlé du format de formulaire instantané. C'est un petit formulaire qui s'ouvre directement sur Facebook et au travers duquel on peut demander certaines informations sur le prospect. Moi, ma formule préférée, dépendamment de la stratégie mise en place, bien évidemment, mais généralement, je demande beaucoup le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse courriel pour savoir à qui on s'adresse, mais aussi avoir moyen de le contacter par deux canaux différents. Et à partir de là, c'est en gros comme si on récupérait un lead au travers d'un autre canal, et là ensuite le cycle de vente de la compagnie commence vraiment, je dirais. Il faut qu'il passe ensuite par un processus de qualification. Est-ce que c'est vraiment un lead qui nous intéresse vraiment? Si c'est un lead qui nous intéresse, à un moment donné, on va bien évidemment lui pousser notre offre de service, notre offre de vente, puis à partir de là, c'est business as usual. C'est question de closer la vente ou non. Bon, maintenant, la question qui brûle probablement les lèvres de tous ceux qui nous écoutent, c'est combien ça coûte, hein? On a toujours cette question-là. Effectivement. Et puis évidemment, la réponse adéquate, ça serait « ça dépend ». Ça, c'est la réponse qui énerve tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut aller dans peut-être un exemple, un cas que tu as vécu récemment, qui parle de budget clair? Évidemment, ce budget-là pourrait probablement être dépensé par heure par certaines entreprises en publicité en ligne. C'est facile. Mais ça peut donner un environnement ou une idée à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont à la tête d'une entreprise, d'une PME. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, ça dépend beaucoup des objectifs. Ça veut dire, si tu veux générer 30 leads par jour, il faut s'attendre à mettre le budget conséquent, entre guillemets. Mais pour revenir à l'exemple
l'exemple dont tu voulais que je parle, du coup, c'est une entreprise avec laquelle on travaillait qui évoluait dans le domaine de la construction. Comment on a procédé avec eux? On a commencé par faire de la notoriété, des campagnes de notoriété pour pousser leurs produits, leurs solutions auprès du crowd de chantier. Juste savoir, ils visaient le domaine de la construction, donc ils visaient des entrepreneurs en construction? Ils visaient des entrepreneurs en construction, mais... Ils visaient à rejoindre des entrepreneurs c'est ça. en construction. L'entreprise visait des entrepreneurs en construction, mais nous, sur Facebook, étant donné qu'on ne peut pas nécessairement cibler précisément des entrepreneurs, on visait un crowd qui avait un intérêt pour la construction. C'est la façon dans laquelle c'est comme ça qu'on opérait. Et dans le fond, on a commencé par de la notoriété et ensuite on est passé sur du lead generation. On a essayé différentes techniques jusqu'à trouver la bonne formule qui était du coup le formulaire instantané. Pour vous donner un ordre d'idée sur le budget, on dépensait entre $750 par mois et $900 par mois à peu près. Et au meilleur des résultats, on arrivait à générer à peu près 90 leads par mois, donc à raison de 3 leads par jour. C'est pas 90 leads qui débouchent sur de la vente, mais c'est 90 personnes qui sont intéressées par la solution, qui remplissent un formulaire de contact, qui nous donnent leurs informations et nous ensuite on a un représentant qui les appelait et qui établissait avec eux leurs besoins et qui allait jusqu'à la vente si c'était nécessaire. Enfin, si c'était nécessaire. Si on pouvait aller jusqu'à la vente, bien évidemment. Donc, il y avait une qualification supplémentaire qui se faisait avec une vraie personne. Exactement, au téléphone directement. Ou par courriel, parce qu'il y avait l'adresse courriel qui avait été remplie. Imaginons le premier canal qu'on utilisait pour recontacter la personne, c'était le téléphone. C'est toujours mieux de l'appeler, mais si on n'avait pas de réponse au téléphone, on recontacte directement dans la foulée par email. Et soit on a de la chance et on arrive à attraper la personne par courriel, sinon on peut réeffectuer une deuxième relance téléphonique dans les jours qui suivent la réception du formulaire. Le double effet de ça, c'est la notoriété, c'est-à-dire que cette entreprise-là qui vendait un produit se faisait connaître à la fois, s'est fait connaître à la fois que ramasser aussi les données de leads intéressés. Si mes souvenirs sont bons, les publicités de notoriété ont été vues par à peu près sur 1 an et demi par 1 200 000 personnes en tout. Unique. Je dis bien 1 200 000 personnes différentes. Donc, concentré dans le domaine de la construction. Au Québec, exactement. Donc, c'est pas rien parce qu'il y a une double utilité à tout ça. C'est qu'on expose des gens à la marque. Ouais, exactement. Et pour revenir rapidement au budget, si j'avais quelque chose à conseiller à tous les entrepreneurs en PME qui nous écoutent, ce serait vraiment de se calquer sur un budget minimum de $750 avec un tiers au minimum qui part dans de la notoriété. Ça, c'est par mois. Par mois, effectivement. Ouais. Pour faire les tests dès le départ. Pour faire les tests, exactement. Avec ça, on est plus ou moins certain d'obtenir des résultats en lead generation. Et une fois qu'on a fait nos tests, qu'on est plus ou moins sûr de ce qui marche, de ce qui marche pas, là vient le moment de de scale. Du coup, scale, c'est augmenter le budget publicitaire en fonction, l'augmenter de façon efficiente pour faire en sorte que l'augmentation des résultats suive. Après une certaine période test, autrement, avec un minimum de $700 par mois, $750 par mois, on est capable d'avoir suffisamment de données pour prédire que si on augmente le budget, les résultats devraient augmenter proportionnellement. C'est ça, exactement. OK. En terminant, est-ce que tu aurais des trucs de pro? Parce que peut-être juste mentionner que la publicité en ligne, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut se faire sur le coin de la table là, par n'importe qui a des notions marketing. C'est vraiment quelque chose... Tu investis quand même quelques heures par semaine en formation, malgré la formation que tu as déjà. Ouais, c'est ça. Et même si je me forme tout le temps, la formation, c'est bien, mais c'est la pratique qui compte avec ces choses-là. C'est vraiment un job à temps plein, la publicité en ligne, et il faut beaucoup de temps, beaucoup de pratique, beaucoup d'échecs aussi pour devenir meilleur, malheureusement, avec ça. Et c'est ça, il faut... le premier conseil que j'aurais à donner, on va parler de ce point-là
à la fin plutôt, mais pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, pour qu'ils aient une meilleure idée de ce qui se passe avec leur publicité en ligne, c'est de toujours réfléchir en termes d'objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de la publicité en ligne si vous en faites? Est-ce que vous voulez tout simplement, parce que peut-être qu'on a des entrepreneurs qui veulent juste plus de notoriété, pousser le nom de leur marque auprès d'un crowd de prospects potentiels? Est-ce que vous voulez plus de leads? Est-ce que vous voulez plus de ventes? Est-ce que vous voulez accroître la notoriété de votre présence? Je veux dire, est-ce que vous voulez plus de likes sur votre page Facebook, compte Instagram? À chaque objectif, sa stratégie. Tout simplement. Le deuxième point, ça va être aussi de regarder ce que fait la concurrence. Ça, c'est comme tout, même quand on veut peut-être revoir son offre, etc. Il y a ce qu'on appelle le Facebook Ad Library qui est à disposition gratuit, qui est gratuit en ligne du coup, et on peut voir toutes les publicités de nos concurrents s'ils en font, voir ce qu'ils font et du coup s'inspirer pour notre stratégie de creative. Un point hyper important qu'on n'a pas trop développé dans le podcast, mais qui a toute son importance, c'est de développer l'activité organique sur les réseaux sociaux. Ne surtout pas négliger la partie community management, parce que c'est de là aussi que Facebook va récupérer de la donnée sur les personnes qui sont intéressées par nos produits et services, parce que quand on a de l'interaction sur nos posts Facebook, des gens qui aiment, qui commentent, qui partagent, etc., ça veut dire beaucoup, c'est des personnes qui sont intéressées, puis tout ça, Facebook le voit. Facebook le compile, et Facebook ensuite l'utilise dans son algorithme de machine learning, autant pour vous diffuser de manière organique, mais aussi publicitaire. Donc, ceux qui voudraient prendre le raccourci de juste faire de la publicité en ligne, mais de se foutre, autrement dit, de ça, leur page Facebook, seraient pénalisés. Exactement, et grandement pénalisés. Ça suppose beaucoup de travail, tout ça, hein, quand même. C'est beaucoup de travail, mais le travail en vaut la chandelle, honnêtement, vis-à-vis des résultats qui sont générables au travers de Facebook. Un point super important aussi, puis c'est vraiment sur ça que les principaux efforts de la stratégie doivent être concentrés, c'est donc du coup la notion de creative, dont j'ai parlé juste avant, donc à savoir le contenu publicitaire, photo, vidéo, peu importe, et le texte publicitaire, c'est quelque chose de très 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 important dans la publicité Facebook. Faut vraiment mettre l'emphase là-dessus, et aussi ce qui est après la publicité, à savoir le funnel. Du coup, le funnel, c'est le chemin qui va partir de la publicité et qui va aller jusqu'à l'acte de conversion, que ce soit de la prise d'information, prise de rendez-vous, peu importe. C'est les deux points qu'il faut le plus travailler dans sa stratégie de publicité en ligne. À eux deux, c'est à peu près 80% du travail, honnêtement. Donc, si notre auditoire décidait d'embaucher un spécialiste demain matin en publicité en ligne, c'est important de s'assurer que cette personne-là mène plusieurs campagnes à la fois. Là. Il y a beaucoup de tests, donc on va tester plusieurs. Tu parlais de creative, donc il veut dire un agencement de texte d'intro et de visuel, que ce soit photo, vidéo, pour mesurer qu'est-ce qui va être le plus apprécié. Puis ça bouge tout le temps, tout ça. On peut pas laisser une publicité en ligne là pendant 3 mois. Là, alors on peut, imaginons que la publicité fonctionne très bien et qu'elle génère des leads continuellement. Pourquoi on l'arrêterait si elle continue à générer des résultats? Par contre, on doit continuer à tester, parce qu'on n'est pas à l'abri de trouver, par exemple, un creative inspiré de celui qui fonctionne le mieux, qui va fonctionner encore mieux. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à toujours tester ces creatives, à faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, un peu voir ce qui fonctionne le mieux, à chaque fois arriver avec différentes stratégies de creative et continuer à tester. Et la même chose pour le funnel. Des petites modifications, par exemple sur sa page d'atterrissage qui suit la publicité, peuvent faire augmenter drastiquement le taux de conversion de la campagne publicitaire. Et qu'est-ce que tu vas mesurer? Peut-être en terminant, c'est quoi les indices que tu vas mesurer, que tu vas présenter aussi aux clients, aux gens qui embauchent des services de spécialistes en publicité en ligne? Quel type de rapport tu vas leur fournir pour que ce ne soit pas trop complexe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'indicateurs de performance. Puis c'est quoi les principaux? Qu'est-ce que tu dirais qui sont les 3 ou 4 principaux indicateurs que toi tu regardes? Alors, ça dépend au final de la stratégie et du type de campagne qui est mis en place.
Mais je dirais que le principal, c'est le coût par action ou le coût par acquisition. Combien est-ce qu'on paye pour réaliser un objectif dans le fond? Ça pourrait être combien on paye pour récupérer les informations d'un prospect, ou alors combien on paye pour une prise de rendez-vous, tout simplement combien on paye pour un achat aussi. Ça peut être ça. C'est principalement la première métrique, et ensuite ça va être surtout des métriques relatant à la publicité. Je regarde beaucoup ce qu'on appelle le CTR, c'est le pourcentage de clics par rapport au nombre d'impressions sur notre publicité. C'est quelque chose que je regarde beaucoup, ça m'en dit long sur au final la pertinence de mes creatives. S'il y a beaucoup d'interactions autour de la publicité, des clics sur les photos, des clics, des j'aime, peu importe quel clic sur la publicité, ça veut dire que les gens interagissent, donc que les gens sont interpellés par ma publicité. C'est quelque chose d'hyper intéressant, et aussi du coup même ça ça fait débat dans la communauté. Le CPM, qui pour moi est toujours une métrique super importante, dans le sens où ça nous indique plus ou moins combien on paye la donnée auprès de Facebook. Et le CPM, pour information, c'est du coup le coût par 1000 impressions. Combien est-ce qu'on paye pour avoir 1000 impressions sur notre publicité? Donc 1000 impressions, 1000 fois une paire de yeux qui a vu. C'est ça. 1000 paires de yeux qui ont vu. Ouais, c'est ça. Alors non, c'est pas 1000 paires de yeux différentes, c'est 1000 paires de yeux, mais la même paire peut se retrouver 2 ou 3 fois. Okay. C'est vraiment 1000 impressions, c'est le nombre de fois où on a vu la publicité, mais il peut y avoir, une personne dans ces 1000 fois peut avoir vu la publicité 3 ou 4 fois, alors que certaines juste une fois, ça dépend vraiment. En terminant, est-ce que tu aurais un dernier truc de pro à nous partager? On l'a abordé au début de cette section-là. N'hésitez pas à faire appel à un expert Facebook pour faire votre publicité. Comme je l'ai dit, c'est un travail à temps plein. Ça demande énormément de connaissances et d'expérience pour vraiment mener des campagnes efficientes. Alors, du coup, si vous n'avez pas nécessairement le temps à investir pour vous former vous-même, n'hésitez pas à faire appel à un expert. Ça pourrait être que bénéfique pour vous. Et demander une évaluation avant de commencer, évidemment. Bien sûr. Toujours. Pour être sûr qu'on se lance pas dans une aventure Effectivement, sans fond. On est mieux comme ça. L'épisode d'aujourd'hui servait à vraiment lever le voile sur l'univers de la publicité en ligne. C'était pas nécessairement de lancer notre auditoire vers la publicité en ligne, parce que ça se peut que le contexte le justifie pas nécessairement, mais c'était davantage d'éclairer c'est quoi le processus, c'est quoi les dessous, puis aussi comment juger du travail d'un spécialiste, parce que oui, évidemment, on peut pas faire ça soi-même, la publicité en ligne, quand on s'y connaît pas, mais vraiment d'être capable de suivre ou de comprendre l'envers du décor, pour que si c'est pertinent pour votre contexte d'affaires, en quelque part, je parlais à l'auditoire, que si ça s'applique à votre contexte, qu'à ce moment-là, vous sachiez, vous puissiez poser les bonnes questions, puis préparer le travail du spécialiste. Effectivement. Merci beaucoup, Yanis. Merci d'avoir, franchement, fortement collaboré à la valeur du podcast d'aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci encore pour l'opportunité. Puis, je serais ravi d'en refaire un si le temps le permet. On ferait un tome 2, un peu plus spécialisé à ce moment-là. Il y aura le temps. On va laisser le temps à Meta d'évoluer un peu. Il y aura de nouvelles choses à dire d'ici là. Certainement. Merci beaucoup. De rien. C'est ce qui met fin au tout premier épisode de la saison 2 du podcast B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.